Chers amis, la matinale Tocsin, toujours un plaisir de vous retrouver ce matin. Vous le savez, merci d'être si fidèles à Tocsin, partagez, likez. On vous le dit en permanence, on vous le rabâche, mais parce que c'est extrêmement important pour arriver aux 300 000 abonnés d'ici la fin du mois, parce que c'est de ça dont il est question. Mais ce matin, on reçoit le confrère, l'ami Xavier Azalbert. Salut Xavier, comment vas-tu? Bonjour Nicolas et merci de me recevoir une nouvelle fois dans cette matinale et de Bon, retrouver tous les auditeurs, les bientôt 300 000 auditeurs. oui, 300 000, ouais, 300 000, c'est vraiment super et ça nous donne beaucoup d'espoir pour nous, presse indépendante, totalement indépendante. Et ce matin, je t'invite pas pour parler de Tocsin, du succès de Tocsin qui est colossal, mais surtout pour parler de cette lettre que tu as faite, J'accuse en version augmentée, lettre aux Français, que tu as publiée, alors que tu vas nous en dire plus, le 26 novembre 2024. Et cette lettre, chers amis, allez bien sûr la lire chez nos amis de François, dont Xavier est directeur de publication. J'accuse d'être français par Xavier Azalbert. C'était à l'occasion des 80 ans de François. Xavier, une histoire de cette lettre. Il y a une première lettre, puis pas mal de lecteurs t'ont sollicité pour dire que tu avais oublié, t'as oublié, que tu aurais pu parler de ça, et finalement, tu as fait une version augmentée. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Hein. Oui, tout à fait. En fait, si on réfléchit un petit peu aux raisons Mmh. d'existence de nos médias, c'est Ouais. avant tout parce qu'on a des lecteurs, parce qu'on a des auditeurs et parce qu'on a décidé de faire du journalisme collaboratif, Mmh. participatif et d'interagir avec nos lecteurs. Mmh. C'est ce qu'on a fait, c'est le pari collaboratif que tu as fait avec Couch Média, c'est le pari qu'on Ouais. a fait avec Toxin, c'est le pari qui est Mmh. fait, c'est de se mettre au service des lecteurs et pas de se mettre au service du pouvoir en place de manière à incarner ce quatrième pouvoir. Donc, dans les 5, allez, on va dire 4 à 5 dernières années, Mmh. depuis la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas arrêté de parler avec des personnes que l'on a interviewées, mais aussi des lecteurs. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un constat qui est arrivé avec on va dire, les élections américaines, puisque la première version a été publiée le lendemain de l'élection de Donald Trump, le 7 novembre, et c'était les 80 ans de François, comme tu l'as dit. Alors, Mmh. 80 ans de François, 7 ans de Macronie, c'était l'occasion Mmh. d'expliquer un petit peu les raisons, on va dire, d'existence de nos médias aujourd'hui Mmh. et de faire cette lettre afin de reprendre un petit peu tout ce que l'on avait entendu, tout ce que l'on avait vu dans nos analyses, dans nos interviews et dans toutes les tribunes que l'on a publiées. Voilà un Mmh. petit peu le background. La version augmentée est arrivée un peu après, parce qu'effectivement, quand on fait une analyse de cet acabit, on essaye de la faire le plus parfait possible, Ouais. la plus parfaite possible, mais on oublie toujours des choses, même si on a une approche Ouais. systématique, celle que j'ai essayé d'avoir, eh bien, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais tu avais oublié de parler de ce conflit palestinien, ou tu avais oublié de me parler de cet élément-là, des agriculteurs, par exemple, Mmh. ou d'éléments spécifiques, et j'ai considéré que c'était intéressant de rajouter certains éléments de manière à le publier de manière autonome, comme un J'accuse, version augmentée, Mmh. augmentée non pas par l'actualité, mais augmentée grâce à nos lecteurs, c'est notre raison d'être. Ben, en tout cas, c'est pour ça qu'on en parle effectivement ce matin avec vous, chers amis de Tocsin, et avec Xavier Azalbert. Tu commences très fort, la lettre, c'est clair, c'est dès le début. C'est j'accuse les représentants de la nation de trahir la confiance et le mandat du peuple français en votant des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Entre parenthèse de passe sanitaire. On rentre immédiatement dans le vif du sujet, là, manifestement, cher Xavier. Hein. Alors, tout à fait. Ben, écoute, depuis 5 ans, qu'a-t-on vu? On a vu tout d'abord un Conseil de défense, des décisions qui ont Mmh. été soustraites à l'Assemblée nationale, soustraites aux représentants de la nation. On a vu des décisions telles que l'obligation vaccinale qui ont été prises en information incomplète, avec des assertions scientifiques d'Emmanuel Macron Mmh. qui ne reposaient pas vraiment sur de la science, mais plutôt sur une forme d'idéologie et de croyance. Mmh. Puisque le 12 juillet 2021, quand il est allé à la télévision pour parler de l'obligation vaccinale de certaines professions, dont les soignants, les pompiers et d'autres, les pilotes, euh, et toutes les personnes qui allaient devoir voyager. Ouais. Donc, c'était une obligation quasiment déguisée pour tout le monde. Eh bien, le 14 juillet 2021, j'avais interviewé le docteur Peter McCullough, et on avait démonté chacune de ces assertions. On avait écrit à l'époque, d'ailleurs avec l'association Bon Sens, à Mmh. tous les représentants de la nation. On avait écrit donc à tous les députés, à tous les sénateurs, en leur disant attention, responsable mais pas coupable pour la crise du sang contaminé, mais là, il y a des choses que vous devriez savoir.
Et à ce moment-là, on avait échangé avec bien des individus qui m'avaient posé des questions. Ils nous avaient Ouais. interpellés sur certains sujets, que ce soit des sujets scientifiques, d'épidémiologie. Alors, comme tu le sais, autour de nous, de bon sens, de François, de Toxin, on a pu interviewer des scientifiques de très haut niveau, que ce soit le professeur Perron, le professeur Raoult, mais aussi à l'étranger. Et bien donc, il y avait une voie alternative. Cette voie alternative ne trouvait pas pignon sur rue dans les médias mainstream, mais elle trouvait pignon sur rue dans nos médias. Et c'était évidemment un point fondamental, c'est que les représentants de la nation n'ont pas écouté cette voie alternative, ils n'ont écouté que le narratif qu'on voulait leur servir. Alors, c'est la voix de son maître comme Pathé Macroni, mais Ouais. en tout cas, c'est pas Pathé Marconi, mais il était certain que les représentants de la nation n'ont pas pu exercer pleinement leur mandat parce qu'il y avait ce conseil de défense. Martine Bonner en avait énormément parlé quand elle était députée, et d'autres personnes, Nicolas Dupont-Aignan aussi, mais il y a d'autres sénateurs, sénatrices, Laurence Lebrun, Alain Houpert, qui se sont élevés. Alors, ils ne sont pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui se sont élevées. Et quand les représentants de la nation ne votent pas les lois dans l'intérêt du peuple, tel que c'est leur mandat, eh bien, donc ils trahissent ce peuple. Donc, je pense que le premier point pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de dire, vous qui êtes élus, qui devez servir le peuple, si vous ne le servez pas, ça veut dire, qui servez-vous? Et c'est à ce sujet-là, puisque quand on voit la dissymétrie, l'asymétrie, il ne s'applique pas les lois, pas de passe sanitaire, pas d'obligation de cette académie pour rentrer dans le Sénat et l'Assemblée nationale, tout ça pour pouvoir exercer le contrôle démocratique. Eh bien, si on exerce le contrôle démocratique de cette manière, et on doit aussi l'exercer pour ses concitoyens et pour ses constituants, et ils auraient dû se renseigner. Et c'est ce qu'on a essayé de dire au travers de ce premier J'accuse. Ouais, parce que la lettre, je vous invite, je vous rappelle, chers amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à lire la lettre de Xavier Azalbert. Allez sur le site, le très bon site François, vous le savez, confrère François. J'accuse version augmentée lettre français. Ça a été publié le 26 novembre 2024. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à aller, bien sûr, soutenir Toxin, soutenir François. Vous le savez, on a besoin de vous, manifestement, pour continuer à exister. Aussi, tu mets un petit taquet, comme on dit chez moi, au Conseil constitutionnel, parce qu'on sait qu'on est en démocratie, parce qu'à la fin du processus, c'est toujours Laurent Fabius qui décide. Là, tu y vas aussi sur le Conseil constitutionnel, qui s'est permis de valider des lois qu'il sait contraires à la Constitution et aux intérêts des Français. Je cite notamment ta lettre, Xavier. Ça aussi, c'est une vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. C'est une vraie question. Alors, juste avant de parler du Conseil constitutionnel, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que nous sommes en train d'essayer d'envoyer des armes et des missiles longue portée pour taper au sein du territoire russe. Donc, c'est-à-dire rentrer dans un acte de co-belligérance. Il se trouve qu'on n'a pas voté les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, on n'a pas voté sur l'article 35 pour une entrée en guerre, et donc la représentation nationale, quelque part, en se soumettant, en ne s'opposant pas à ce genre de choses, eh bien, elle fait rentrer la peur dans le camp des Français, dans les familles, dans les foyers, en disant, mais est-ce qu'on va aller à la guerre? Cette guerre nous concerne-t-il? Et on a ça partout dans les médias. Donc, je pense que cette notion du contrôle parlementaire doit quand même se regarder aussi à la lecture du préambule de la Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Et cette Déclaration des droits de l'homme, elle dit bien qu'on doit être capable de vivre en paix pour tout le monde, avec la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, il me semble que de la même manière que j'ai expliqué que les représentants de la nation n'exerçaient pas leur mandat dans le cadre de l'intérêt des concitoyens, eh bien, le Conseil constitutionnel a validé ces lois, puisqu'il ne les a pas censurées. Alors que ce soit les diverses lois sur le vaccin, mais il y a aussi d'autres lois. Et il aurait dû censurer à certaines reprises parce qu'il sait qu'elles sont contraires. Il ne peut pas ne pas savoir puisqu'on leur a aussi écrit. Et d'ailleurs, j'avais moi-même, en 2021, demandé la démission des membres du Conseil constitutionnel pour avoir trahi la confiance des Français. Voilà. Oui, c'est des vraies questions qui se posent à nous depuis 5 ans. C'est des questions qui se posaient pas, qui se posaient pas avec autant d'intensité avant l'élection d'Emmanuel Macron. C'est quand même étrange et étonnant, effectivement, que cette question-là, le Conseil d'État séparé, on va en parler aussi. C'est des questions qui aujourd'hui se posent à nous, parce que vu l'utilisation du pouvoir et l'incarnation du pouvoir absolument plus que verticale d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, tout ça ressort.
et on se pose bien la question de la structure finalement institutionnelle de la Ve République qui nous paraît comme absolument faisandée, il faut le dire, hein, manifestement, avec des anciens chefs d'État qui sont trop Conseil constitue et qui ont pour souvent les mêmes intérêts que la caste, hein, à bien des égards. Hein, Xavier, le Conseil d'État, c'est pareil, hein, tu connais bien le Conseil d'État aussi. Alors, on pourrait reprendre, on va dire, tous les organes Ouais. régulateurs, Ouais. les organes, on va dire, les divers pouvoirs, du pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire, au pouvoir de la presse. Et donc, en fin de compte, pourquoi ce j'accuse est écrit sous la forme d'une lettre français, ce n'est rien d'autre qu'un résumé de ce que bien des personnes, non seulement ont observé avec des éléments factuels, mais parfois les gens n'osent pas le dire. Et je pense que le devoir du journaliste, c'est de dire la vérité aux Français. C'est ce que tu essayes de faire, c'est le premier devoir de la charte de Munich. Et donc, il me semblait que c'était normal que l'on fasse, on va dire, ce résumé à l'occasion de ces 80 ans de François et qu'on regarde chacun des corps constituants, chacune des membres de la caste, et en se disant, ben, s'ils ont fait du bon travail, on va leur dire. Mais si on fait du mauvais travail, eh bien, on va aussi leur dire. Je pense que notre devoir n'est pas d'abonder dans un sens politique ou dans l'autre, c'est d'informer les Français et ils doivent se former jugement. Et c'est pour ça qu'on a commencé de cette manière en parlant des représentants de la nation, parce qu'ils sont là, ils sont élus, alors que certains des membres du gouvernement ne sont pas élus, sont juste nommés. Je pense qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est élu, qui a un véritable devoir envers les membres de la nation. Et je finis d'ailleurs cette lettre par le président de la République, parce que c'est aussi un membre élu. Oui, c'est une nouvelle fois. Après, c'est vraiment, surtout que c'est vraiment des questions qui se posent à nous dans l'exercice du pouvoir et dans la représentation démocratique. Une question, et on va revenir sur ta lettre, Xavier. Comment tu analyses finalement cet effondrement, cet effondrement de nos institutions, Conseil constitutionnel, Conseil d'État et tout le reste. Finalement, comment tu expliques, toi, que ces gens finalement ne défendent plus l'intérêt général? Parce que c'est ça, tu parles de trahison des citoyens, notamment pour ceux qui ont été élus avec le mandat du peuple qui leur a été confié. Comment t'expliques, si on fait un pas de côté, cette volonté ou cette inclinaison à ne plus protéger l'intérêt de tous, finalement? Alors, je pense que d'abord, ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est une lente dégénérescence de tout ce qu'on pourrait appeler nos valeurs traditionnelles. Hein. Ça a à peu près une quarantaine d'années. Et ce qu'on a fait, c'est un peu comme l'oignon. On a pelé petit à petit, on a capturé nos instances décisionnaires, qu'elles soient les régulateurs, qu'elles soient le Parlement, qu'elles soient le Sénat. On les a capturées au travers d'incitations qui sont contraires à se regarder ce qui est dans l'intérêt général de la nation. Et d'ailleurs, on leur a voté des lois qui sont plus favorables. Alors, on leur vote l'immunité, ils se votent des augmentations alors qu'ils demandent à tout le monde de se serrer la ceinture. C'est donc devenu la politique du fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et en plus, on nous demande de leur faire confiance et de leur signer un blanc-seing et de leur signer un chèque en blanc de manière à ce qu'on se retrouve avec, au moins dans les 7 dernières années, 1100 milliards de dettes avec… Tiens, c'est intéressant, une commission des finances qui dit que eh bien, les derniers ministres, que ce soit Le Maire, Attal, Borne, etc., ils sont quand même assez responsables de la dérive budgétaire et qu'ils ont aussi trahi la confiance des Français. Donc, quand quelqu'un demande de faire confiance, la moindre des choses, c'est de montrer l'exemple. Et comme ces personnes ne montrent pas l'exemple, je prends la caricature d'Elisabeth Borne qui dit non, non, je ne veux pas laisser mon chauffeur parce que je ne veux pas contribuer à l'effort national. Moi, je considère que si jamais quelqu'un qui nous a gouverné et qui a agi dans l'intérêt des Français ne veut pas faire ça, ça veut dire que quelque part, c'est je me sers avant de vous servir, et puis le jour où on me demande de faire quelque chose, c'est démerdez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche. Alors, ça n'est pas d'hier, mais on a eu un facteur accélérateur avec la crise Covid. Parce que cette crise Covid, elle a révélé exactement de la même manière que quand on faisait de la photo et du développement de photos, on avait un révélateur. Elle a été un révélateur, un catalyseur de bien des sujets. Avec cette déclaration « Nous sommes en guerre » de Emmanuel Macron, en guerre contre quoi? Contre un virus. Déjà, c'est un narratif qui est assez fallacieux, puisque moi, il me semblait que la déclaration de guerre et toute propagande de guerre est interdite par l'ONU. En tout cas, c'est l'article 20 du pacte des droits de l'homme de l'ONU, toute propagande de guerre est interdite. Donc déjà, quand on dit « nous sommes en guerre », j'aimerais bien savoir qui a validé ça et selon quelle loi. Et je pense que ça a été un catalyseur parce que les gens ont été un peu choqués de ce principe. Et je rappelle qu'en mars 2020, je crois que c'est le 17 ou le 23 mars, j'ai publié un édito qui s'appelait «
confinement général égale confusion totale. Avec tout à la fin, une phrase que j'aimerais lire parce que je pense qu'elle est Oui. très importante. Et elle disait le coût pour nos économies sera sans pareil. Le coût sera sans pareil. Pourquoi? Parce que j'avais fait un calcul en disant on rentre dans une phase qui est totalement inconnue, ça va être sans pareil. Et chacun d'entre nous apprendra une leçon individuelle. Espérons que cela se retrouvera dans le collectif. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a appris une leçon individuelle, mais ça ne serait pas retrouvé dans le collectif. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a essayé de se protéger, de protéger son petit précaré. Et aujourd'hui, c'est à nous, nous, journalistes indépendants, qui sommes totalement indépendants des pouvoirs, sans recevoir d'aide ni de subvention, on ne dépend de personne, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est notre devoir, d'accord, de venir déclarer les incongruités, ce qui ne fonctionne pas. Et cette lente dégénérescence dont je parlais, qui a eu lieu, elle s'est accélérée, elle s'est concrétisée par des lois qui démontrent que les Français acceptent de perdre la liberté, eh bien, qu'à cela ne tienne. On va leur prendre un peu plus d'argent, on va leur demander un peu plus d'efforts. Et là, on voit bien que c'est la foire, en fait. C'est la foire, puisque même les ministres ne font plus le travail et se font épingler par la commission des finances. Et du coup, le narratif officiel, qui est couvert de mensonges, on va dire, eh bien, le mensonge ne prend plus, la mayonnaise ne prend plus, au point que quand on va dire, j'interpelle des experts dans la décision, des gens qui aident à analyser les décisions, que ce soit des journalistes ou des experts, je leur dis, pourquoi y a-t-il une telle place pour le mensonge dans la décision publique aujourd'hui? Et je pense qu'on est arrivé au fond du fond du fond. Un mensonge plus un mensonge plus un mensonge, eh bien, ça ne fait toujours pas une vérité. Par contre, tout le monde se ment et tout le monde ne veut pas voir que potentiellement le virus Covid venait d'un laboratoire, mais le narratif officiel était qu'il venait de la copulation d'une chauve-souris et d'un pangolin. Il y avait plein d'éléments. Ils ne veulent pas voir qu'il peut y avoir des effets secondaires dans un produit et appliquer des règles à géométrie variable dans l'évaluation d'un traitement peu onéreux et d'un traitement qui est très coûteux pour l'économie. Ils ne veulent pas voir qu'on est en train d'entraîner le pays à la guerre. Ils ne veulent pas voir que les Français doivent se serrer la ceinture alors que eux s'octroient des avantages. Eh bien, il y a un moment où trop, c'est trop et il faut dire les choses, il faut les exprimer. Ça prend énormément de temps de les exprimer. Et je pense que c'est important de mentionner comment on a pu faire tout ça. C'est que quand on a travaillé chez François, et j'ai travaillé avec un collectif citoyen. Et le collectif citoyen, c'était des heures et des heures et des heures de réflexion, que ce soit avec l'association Bon Sens, et qui a mené à une analyse de novembre 2020 sur la démocratie et la place du mensonge, qui justement disait que plus on a de mensonges, plus on va aller vers une dictature, grosso modo. Alors ça déplaît énormément à tous nos gouvernants. C'est pour ça qu'on se fait attaquer. C'est parce qu'on leur dit les choses, plutôt que de subir, on s'unit pour leur dire les choses. En plus, on peut parler rapidement de l'opposition. Je me souviens tout de même que lors de la dissolution, les ministres démissionnaires ont repris l'espace d'un instant leur rôle de député pour aller voter notamment pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Je croyais qu'en France, Xavier, tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais qu'il y avait une forme de séparation des pouvoirs, même pas qu'une forme, une véritable séparation des pouvoirs. Là, c'est pareil, l'opposition politique n'a absolument rien dit et s'est levée également, elle aussi, pour aller voter. Donc, on voit bien que même dans l'opposition politique, sur des choses qui paraissent quand même assez dingues au niveau de notre démocratie, même l'opposition politique ne bouge pas une oreille, ne bouge pas absolument pas. Hein. C'est une vraie question qui se pose à nous, ça aussi. Hein. Quand les personnes qui nous gouvernent ne respectent plus les lois, et là tu prends un exemple assez caractéristique, qui dit écoutez, je n'ai pas vraiment le droit de voter, mais je le prends, et personne ne va rien me dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle, que ce soit la Cour des comptes qui ne contrôle pas la dette, que ce soit le Conseil constitutionnel qui ne contrôle pas ça, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a une dégénérescence, on rentre dans une forme de fusion gouvernement, une fusion des genres, et nous n'avons plus d'indépendance. On n'a que des interactions qui d'ailleurs sont exactement comme les interactions médicamenteuses de n'importe quelle molécule dans ton corps. Eh bien, quand on ne dit pas les effets secondaires de la politique qui est prise en place, eh bien, on se retrouve parfois avec des surprises.
Et il y en a d'autres, on va dire, de ces incongruités. Il Oui, suffit de regarder quand Emmanuel Macron signe un pacte de coopération avec l'Ukraine oui, en février de cette année et qu'il n'utilise pas l'article 53 qu'il aurait obligé pour signer un accord sans passer par le secrétariat général du gouvernement qui n'a même pas cet accord, et qu'il va devant le Parlement en disant ah, je vais vous en parler devant l'article 51 qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Donc, par définition, c'est, excuse-moi l'expression, se foutre de la gueule des constituants, des Français, de ceux qui ouais. ont voté pour eux. C'est leur dire merci d'avoir voté pour nous, je décide ce que je veux et peu importe. D'ailleurs, il aurait pu au moins soumettre cela à un référendum, exactement comme le fait d'envoyer des armes de destruction importantes au sein de la Russie. Il aurait pu soumettre ça à un référendum et s'en remettre aux lois. Mais tu sais, quand on a un monarque qui s'appelle Emmanuel Macron et qui se comporte comme un monarque, qui est capable d'enfreindre les lois de séparation de l'État et de l'Église en, à l'origine, essayant d'aller parler dans l'enceinte de Notre-Dame le jour de sa réouverture, c'est-à-dire qu'il se contrefiche même des lois. En fait, il s'en arrange comme il veut, dans le fait du prince. Et à ce moment-là, on doit bien sûr agir en opposition, c'est-à-dire on doit dire non, respecter la loi, respecter les Français, c'est respecter la loi, n'est-ce pas? C'est respecter les valeurs. Et ce n'est plus une question de religion, c'est un respect de principe. Et donc, Ouais. quand nos politiques ne respectent plus ni la loi ni les principes, eh bien, on peut se poser la question de savoir dans quel type d'État est-on et est-ce que c'est ce genre d'État qui est voulu pour nos enfants? Et je pense que ce que j'accuse est un résumé, on va dire, de tous ces éléments. Ouais, en plus, tu as raison là-dessus. En plus, Emmanuel Macron devrait avoir autour de lui des garde-fous, mais manifestement, certains se sont grimés en pousse au crime, ce qui pose quand même beaucoup de questions. Dans cette lettre, il est question, chers amis, il nous reste encore 3-4 minutes avec Xavier Exalbert. Je remercie de ce matin d'être là avec nous. Bon, il est question beaucoup de la crise sanitaire. Je vous invite à lire la lettre. Elle est sur le site de François. Elle a été publiée, je vous le rappelle, François, donc le 26 novembre 2024. C'est la version augmentée. Je voudrais quand même qu'on parle là-dessus de l'éducation nationale parce que tu y vas aussi sur l'éducation nationale et c'est très intéressant. Tu dis j'accuse le ministre de l'Éducation nationale de contribuer à affaiblir le niveau d'éducation des enfants en utilisant le plus petit commun dénominateur pour établir le niveau mettant au rebut la méritocratie. Et c'est intéressant parce que là aussi c'est une vraie accusation qui malheureusement, Xavier, qui malheureusement a quelques faits émerger, quelques vérités et une situation tragique pour nos chères petites têtes blondes. Alors, ça fait émerger une situation tragique pour nos enfants, mais ça Ouais, aussi fait émerger une ouais, situation tragique pour ce corps qui est et cette grande maison qui est l'éducation ouais, nationale, qui pour moi, alors moi je suis fils de professeur de mathématiques, et ouais, donc j'ai grandi dans un environnement, on va dire, où l'éducation nationale était une grande maison qu'on respectait. Donc j'ai appris à respecter l'éducation. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une forme de garde-enfant et où on ne respecte plus les enseignants, on ne respecte ouais, plus l'éducation. Et quand je dis qu'on utilise le plus petit commun dénominateur, j'en parle de la part d'expérience personnelle. Quand je vois bien qu'on utilise des notes pour faire passer le baccalauréat ou qu'on regarde de manière internationale le déclassement de la France ouais, dans, dans les évaluations PISA, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres éléments, ou quand je regarde l'écriture inclusive ou tout ce qui permet d'affaiblir la langue française, eh bien, on ne peut que se poser la question du pourquoi, du comment. C'est-à-dire que ce qui fait notre société, c'est avant tout notre culture. Et quand on ne défend plus notre culture, que ce soit notre culture de la science, que ce soit notre culture de la langue française ou celle de notre histoire, eh bien, on perd nos repères. Et c'est pas être conservateur que de demander qu'on défende nos valeurs, c'est avant tout être protecteur d'un système dans lequel on a grandi, qui a fait la grandeur de la France, qui a été enviée de par le monde entier. Ayant vécu longtemps à l'étranger, je peux t'assurer que il y a 30 ans, on enviait les ingénieurs français pour leurs compétences, pour leur capacité intellectuelle. Donc, c'était la fierté de la France. On enviait notre système de santé, qui était la fierté de la France. On n'en abusait pas. Et aujourd'hui, eh bien, on a commencé par dégrader l'éducation et ça entraîne une déperdition des valeurs parce qu'on a même omis les notions civiques. Il faut savoir que quand on était enfant, on avait des cours d'éducation civique, mais ouais, on les a perdus. On les a remplacés par des cours d'éducation sexuelle à l'école à des âges qui sont parfois indus, en trahissant, on va dire, la défense que l'éducation
nationale devrait avoir, et en empiétant sur le rôle des parents. C'est-à-dire qu'on ne sait Oui. plus qui fait quoi. Ouais. Oui, oui. Et en plus, ils s'en défendent, ces gens. Hein. Ils s'en défendent. Ils nous traitent à chaque fois de complotistes. Sur Toxin, on en a beaucoup parlé, notamment. Et ils s'en défendent en disant c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi, c'est pas du tout le but. Et c'est assez marrant de voir avec quel aplomb ils essayent de nous contredire hein, sur ces sujets qui sont extrêmement graves. Et sur Toxin, on en parle vraiment assez régulièrement. C'est des vrais sujets, en fait, sont des vrais sujets de fond, des vrais sujets de société. Je pense que nous avons perdu les racines de notre société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire évoluer. Oui. D'ailleurs, si jamais Toxin a réussi, c'est parce qu'on sait faire évoluer les médias, donc l'évolution est bonne. Nous acceptons toute forme d'évolution à partir du moment où on ne vient pas trahir des éléments qui sont fondamentaux. Parce que l'éducation, on nous a toujours appris que c'est le traitement précoce contre la pauvreté. Et je pense qu'on n'en oubliera jamais assez. Quand le professeur Raoult a essayé de mettre en place avec Christian Perron, professeur Perron, des traitements précoces, c'est avant tout pour traiter de manière précocement une dégénérescence d'une maladie ou d'un problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes toujours en train de réguler ex post. Nous avons des lois qui sont votées en dépit du bon sens. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne une confusion totale. C'est ce que j'avais écrit, confinement général égale confusion totale, et cette confusion totale, elle entraîne une perte de confiance dans nos institutions et une perte de confiance en nous-mêmes. Pourquoi j'ai commencé à énormément parler de la santé dans ce J'accuse? C'est parce que la santé, c'est le bien le plus précieux que l'on a, on dit. Hein, et bien sûr que si on n'est pas en bonne santé, un peuple qui n'est pas en bonne santé ne pourra pas prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que Robert Kennedy aux États-Unis est parti avec un slogan qui est remettez l'Amérique en bonne santé. Mais moi, j'aimerais bien qu'on remette la France en bonne santé, que ce soit sur sa santé, on peut dire médicale, mais aussi sur sa santé sociétale ou sur sa santé de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'un emploi. On est tellement aidé de partout que la création de valeur indépendant de l'État, on ne sait plus. Et du coup, on nous emmène pour dire qu'il faut aider la planète avec des taxes carbone et des incitations dont on ne sait même plus si jamais elles sont vertueuses ou donc si jamais ce sont de vraies incitations, ce sont des taxations. Et on ne sait même plus d'ailleurs pourquoi on paie des impôts, puisqu'aujourd'hui, le budget de Michel Barnier n'est peut-être pas encore voté, et donc peut-être qu'on ne peut pas dire pourquoi on paie des impôts. Parce que les impôts qu'on paye, ils ne sont pas forcément légaux aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de questions qui se posent. Je vous invite, chers amis, à aller lire la lettre de l'ami Xavier Albert et confrère, ce François, publié sur le site de François. Merci Xavier d'être passé ce matin dans Toxin pour nous parler. Merci Nicolas, merci à Toxin et à toute l'équipe, bravo et vive les 300 000. J'espère qu'on mettra une bougie à 300 000, ça va faire beaucoup de bougies. Oui, on espère nous aussi, en tout cas, tu y contribues avec tes passages. Merci beaucoup et bien sûr, bon vent à François, parce que c'est bien important que nous soyons plusieurs à défendre la liberté d'expression et à vous informer librement. Merci, cher Xavier, on te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. À très bientôt et à très vite sur François. Voilà, merci beaucoup Xavier.